Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGTN français pour cette émission spéciale consacrée au sommet 2018 de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette réunion annuelle des chefs d'État de l'OCS suscite par cette édition une plus grande attention que précédemment parce que d'un côté, il s'agit du tout premier sommet de cette organisation après avoir admis l'Inde et le Pakistan comme membres à part entière, donnant ainsi plus d'opportunités au développement de l'OCS. Et d'autre part, au cours de l'année écoulée, le monde a connu des défis d'importance en termes de stabilité et d'économie. Donc face à cette situation ambivalente, comment conduire l'OCS vers un futur plus solitaire, assuré et prospère? Telle est la thématique principale de ce sommet 2018 que nous allons décrypter en compagnie de nos invités, M. Wu Zetian et Zheng Ruolin. Donc, bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Wu Zetian, vous êtes ancien ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, et Monsieur Zheng Ruolin, vous êtes journaliste et écrivain qui a vécu une dizaine d'années en France. Donc merci à vous deux d'être avec nous. De début à l'heure, ce matin, nous accueillons successivement la prise de photos en famille des chefs d'État membres de l'OCS pour dévoiler ensuite leur réunion réservée, suite à laquelle nous assistons à la prise de photos de groupe des chefs des États observateurs et des représentants des organisations régionales et internationales qui entament la conversation élargie. Après les deux entretiens en groupe, le sommet 2018 serait conclu par une cérémonie de signature et une conférence de presse. Un agenda très chargé que nous allons suivre de près avec nos invités. Alors bonjour messieurs. Donc tout d'abord, pour faire connaître l'OCS en bref, selon vous, comment décrivez-vous l'état actuel de cette organisation? Allez-y. Bon, très bien, je vais commencer, mais la prochaine fois, j'espère que nous aurons tous les deux l'occasion de parler de façon très libre de cette organisation qui s'appelle OCS. Bon, oui. C'est une organisation régionale très importante. C'est la plus grande organisation régionale dans le monde en termes de superficie du territoire et en termes démographiques, c'est-à-dire c'est une organisation régionale qui compte le plus nombre d'habitants parmi toutes les organisations régionales dans ce monde. D'accord? Donc déjà, vous voyez l'importance, la taille. Bon. Plus précisément, c'est une organisation après l'élargissement qui a eu lieu l'année dernière, en faisant entrer de nouveaux membres, à savoir l'Inde et le Pakistan. Aujourd'hui, à peu près la moitié de la population mondiale se trouve au sein de cette organisation, qui vivent en fait dans la région couverte par cette organisation. Et les pays membres occupent une superficie, comme je l'ai dit, c'est très importante, 60% du continent euro-asien. En termes de PIB, 20% du PIB mondial. Vous voyez, donc c'est une organisation régionale d'importance primordiale. D'accord? Donc chaque année, il y a un sommet. C'est un mécanisme assez régulier et efficace qui permettrait aux chefs d'État des pays membres de se rencontrer, de discuter des grands dossiers, mais qui avaient été préparés évidemment avant par les fonctionnaires, les ministres, pour finalement que les chefs d'État puissent approuver, signer les documents de coopération, parce que tous les ans, à chaque fois qu'il y a un sommet, il y a un certain nombre de documents de coopération très importants qui sont signés, et dont les programmes de coopération contenus dans ces documents sont appliqués ensuite. Cette année, on va faire un bilan de tout ce qu'on a fait depuis 17 ans. 17 ans. On dit souvent que c'est une organisation relativement jeune, mais 17 ans, c'est déjà un beau garçon. Oui, exactement.
n'est pas aussi jeune qu'on croit. Voilà. Et on a réussi à faire beaucoup de choses dans tous les domaines. Au départ, vous voulez dire les principales activités? Au départ, c'était une organisation qui a été créée avec l'idée de mieux coordonner les efforts dans le domaine sécuritaire. Oui. Et puis très vite, on s'est aperçu que puisque les pays membres, animés d'un esprit de coopération entre eux, arrivent à très bien s'entendre. Donc, pour reprendre cette discussion plus tard, parce que maintenant, notre journaliste Nicolas Hirurzen se trouve actuellement sur place pour nous apporter de dernières informations. Alors, bonjour Nicolas. Tu as vu le spectacle de Bienvenue hier sur place. Bonjour, donc, que penses-tu de cette ouverture de sommet sous forme artistique? Oui, alors j'ai eu la chance d'assister au spectacle Son et Lumière, magnifique, qui a lieu depuis la jetée de la baie de Qingdao. On peut dire que c'est une caractéristique chinoise d'organiser ce genre de spectacle Son et Lumière grandiose pour accueillir les sommets internationaux et également pour accueillir les dignitaires étrangers. Donc on peut dire aussi que le président Xi Jinping n'a pas choisi Qingdao par hasard pour organiser cette cérémonie et ce sommet de l'OCS. Qingdao est une ville du Shandong, qui est la province natale du philosophe chinois Confucius, qui prenait l'harmonie entre les peuples, harmonie qui est à la base de la fondation de l'OCS. Également, Qingdao est une ville portuaire, ouverte sur la mer, sur la voile. Donc le président Xi Jinping a lié cela au symbole qui est l'ouverture vers les peuples, ouverture vers les pays étrangers. Donc Qingdao a été bien choisi à cette occasion. Ok, alors une autre question, qu'est-ce que l'on peut attendre des réunions d'aujourd'hui selon vous? Alors je me trouve actuellement au centre des médias de la ville de Qingdao. Alors j'ai pu voir que beaucoup de journalistes étrangers appartenant aux membres de l'OCS sont très impatients de voir un petit peu ce qui va se passer pour le sommet de cette année. Parce que c'est la première fois que l'Inde et le Pakistan participent à un sommet de l'OCS. Donc il y a un élargissement à 8 pays, l'Inde et le Pakistan, qui sont des pays de grande culture, de longue histoire, et puis également très peuplés. Donc ça montre un petit peu une nouvelle orientation pour l'OCS qui se développe, qui s'agrandit, donc les échanges culturels, sécuritaires, économiques sont de plus en plus importants. Donc voilà un petit peu toujours évidemment les questions qu'on attend, c'est les réponses par rapport à la sécurité, comment renforcer la sécurité face au terrorisme, aux extrémismes, surtout à une période aussi difficile actuellement, et évidemment pour les interconnexions économiques et les échanges de peuple à peuple. Merci pour toutes ces informations. Et avant de reprendre la discussion avec nos invités, nous enchaînons avec un aperçu de l'OCS. L'OCS est né du mécanisme baptisé Shanghai 5 Nations. En 1996, les dirigeants de la Chine, de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan se sont rencontrés à Shanghai, posant les bases de la coopération entre les 5 nations. 5 ans plus tard, les dirigeants des 5 pays et de l'Ouzbékistan ont tenu une réunion historique à Shanghai. Cette rencontre a marqué la création de l'OCS. Depuis lors, l'OCS a construit un esprit de confiance mutuelle, de bénéfices mutuels, d'égalité, de consultation mutuelle et de respect de la diversité culturelle. Ce qu'on appelle depuis l'esprit de Shanghai a contribué à construire un nouveau type de relations internationales empreinte de respect mutuel, d'équité et de justice, ainsi que d'une coopération gagnant-gagnant. Aujourd'hui, ce même esprit aide à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. 17 ans après sa création, l'OCS est devenue une organisation de 8 États membres. Elle comprend maintenant l'Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Le territoire de ces 8 pays occupe les 3/5 du continent eurasien. Ces nations représentent également la moitié de la population de la planète et plus de 20% du PIB mondial. Outre les 8 membres, l'OCS compte également 4 États observateurs et 6 partenaires de dialogue. Les 4 États observateurs sont l'Afghanistan, la Biélorussie, l'Iran et la Mongolie.
L'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Cambodge, le Népal, la Turquie et le Sri Lanka sont eux des partenaires de dialogue. En 17 ans, l'OCS est passé d'une coopération en matière de sécurité à l'étape actuelle, de coopération en matière de sécurité, de coopération économique et d'échanges interpersonnels. Le 18e rassemblement annuel de l'OCS est de retour en Chine, dans la ville côtière de Qingdao. Le terrorisme sera l'un des principaux objectifs de discussion lors de la réunion de l'OCS. Et ce week-end, les dirigeants devraient intensifier leurs efforts pour relever les défis de la sécurité. Depuis sa création en 2001, la coopération en matière de sécurité a été la base et la priorité numéro 1 de l'OCS. Pendant des années, les pays membres ont arrêté des centaines de crimes liés au terrorisme, arrêté de nombreux membres d'organisations terroristes internationales, raflé un grand nombre d'armes et d'explosifs et détruit les bases d'entraînement de nombreuses forces armées illégales. Ils ont lancé des exercices militaires et antiterroristes en ligne. Ils se sont aussi entraidés pour la sécurité lors de grands événements. L'organisation a d'abord donné la priorité à ce qu'elle appelle les trois forces du mal, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Elle s'est régulièrement réunie pour veiller à ce que ces importants dangers soient traités en conséquence, alors qu'ils n'ont jamais dépassé leurs limites, en s'assurant toujours qu'ils étaient bien dans leurs limites légales. Mais la région de l'OCS est toujours confrontée à des problèmes de sécurité complexes tels que le terrorisme et le trafic de drogue, le crime organisé transfrontalier et la cybercriminalité. Au cours du week-end, les dirigeants devraient approuver des mesures pour répondre à ces préoccupations. Le tourisme est un secteur qui a un intérêt particulier pour le maintien des normes de sécurité, bien sûr, et au fil du temps, l'OCS a évolué pour encourager plus de gens à voyager à l'intérieur du bloc. Et la Chine voit les avantages de leur coopération à cet égard. Les pays membres de l'OCS sont proches voisins et le tourisme est un élément important de notre coopération économique. L'année dernière, les ressortissants d'autres pays membres ont effectué 3 600 000 voyages en Chine, soit une augmentation de 11,7% par rapport à l'année dernière. La Russie, l'Inde et le Kazakhstan ont été les trois principales destinations touristiques des touristes chinois en 2017. Ce week-end, les pays membres publieront également les détails d'un plan spécial de 2 ans sur le développement du tourisme au sein du bloc. L'Organisation de coopération de Shanghai continue à grandir et à s'étendre pour le bénéfice des habitants de ces pays membres et surtout les jeunes. L'OCS a déjà généré plusieurs programmes dans des domaines comme l'éducation, la culture, les sports, la santé et l'aide humanitaire. Et tout de suite, un petit tour du côté de la scène culturelle de l'OCS. À Beijing, plusieurs des meilleures universités accueillent les étudiants du programme d'enseignement supérieur de l'OCS. Étudiant la langue chinoise et d'autres matières, ils veulent renforcer la compréhension mutuelle au sein des pays membres de l'OCS. L'Alliance régionale dans le domaine éducatif implique jusqu'à présent plus de 80 universités à travers l'Asie. Elle se concentre sur des spécialités telles que la nanotechnologie, l'économie et le développement régional. À Moscou, l'Université populaire de l'amitié de Russie fait partie des institutions principales de l'Alliance. C'est l'une des universités russes les plus orientées vers l'international. Elle compte plus de 8000 étudiants de 155 pays. Les diplômes académiques sont reconnus dans tous les pays membres de l'OCS. L'année dernière, le film indien Dangal a très bien marché en Chine et laissé le public national envoûté. L'histoire, très inspirante, a éclairé d'une nouvelle lumière les qualités culturelles partagées par les deux pays. Ce mois-ci, d'autres films indiens seront projetés à Qingdao dans le cadre du Festival international du film de l'OCS. L'événement, d'une durée de 5 jours, présentera 60 longs métrages des pays membres de l'OCS. L'Alliance éducative de l'OCS est la dernière innovation suivant le concept d'un enseignement sans frontières. Jusqu'à aujourd'hui, 5 pays l'ont rejointe, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan. En outre, la Chine a signé des accords avec la Russie et le Kazakhstan dans les domaines des études de sciences sociales, de l'édition et de l'industrie musicale. La bourse Ceinture et Route va promouvoir sans nul doute les échanges étudiants entre pays membres. Reprenons maintenant la discussion avec nos invités. Alors, Monsieur Odessien, vous venez de mentionner les activités
pardon, les activités principales de l'OCS et vous avez surtout et notamment mentionné la coopération dans le domaine sécuritaire, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire, comme on a pu constater à travers les reportages, qu'aujourd'hui, l'OCS travaille dans tous les domaines. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était surtout le souci sécuritaire qui a animé les pays membres pour cette coopération. Même si aujourd'hui la coopération économique occupe une place très importante et que les résultats de la coopération économique et commerciale sont plus visibles, l'aspect sécuritaire reste l'un des volets les plus importants pour la coopération entre les pays membres. Bon. À chaque fois, lorsqu'il y a un sommet, l'aspect sécuritaire est toujours évoqué. D'ailleurs, il y a un mécanisme de concertation auprès des pays membres, un mécanisme qui consiste à réunir le secrétaire général chargé du dossier de sécurité de tous les pays membres. Récemment, il y a eu une nouvelle réunion sous la présidence de la Chine, puisque la Chine assure la présidence tournante. Voilà. Récemment, au cours de cette réunion, les secrétaires nationaux chargés du dossier de sécurité ont encore une fois examiné la situation, discuté de cet aspect de sécurité et ont préparé un document, voilà, ce serait intéressant, un document pour être approuvé par les chefs de l'État. Donc aujourd'hui, voilà, ce sera bientôt fait. D'accord. Quel document? Ce sera un message. Ce sera un message collectif, c'est-à-dire un message qui sera adressé par les chefs de l'État collectivement. À qui? À la jeunesse. Pourquoi à la jeunesse? Voilà. Pour faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut jamais se laisser influencer par les idées extrémistes. D'accord. Alors, ça c'est très important parce que très souvent ce sont des jeunes qui sont malheureusement manipulés par certaines idéologies extrémistes et qui posent le problème. Je pense que ce serait une très bonne chose que les chefs de l'État des pays membres, au cours des réunions de ce matin, approuvent le document préparé par les secrétaires nationaux chargés de sécurité de tous les pays, approuvent ce message et que ce message soit entendu par la jeunesse. Voilà, je crois que c'est très important. Et sur l'état actuel, est-ce que M. Zheng Youling, vous avez quelque chose à ajouter? Sur l'état actuel de l'OCS, l'Organisation en coopération de Shanghai, je crois que c'est ce qui est le plus important, je crois, c'est le contexte international. Dans le contexte international aujourd'hui, l'importance de cette organisation, je crois, aux yeux du monde entier, montre de plus en plus clair. Vous voyez, avant ce sommet, tout à l'heure, M. Voix avait parlé, l'organisation de Shanghai regroupe presque la moitié de notre humanité, 60% de territoire et 20% de PIB. Avant ce sommet, il y a un autre sommet au Canada. G7. Presque G8 parce qu'ils ont exclu la Russie. Il est redevenu G7. On parle aujourd'hui de G6 plus 1. Oui, voilà, ça c'est... Alors, ce G7, il recoupe 10% de la population, mais 50% de PIB. Le G7, c'est le groupe le plus riche de notre planète. Mais en comparaison avec la population, avec le PIB, j'ai une autre idée, c'est que, en fait, pourquoi maintenant Donald Trump, le président américain, a lancé presque une guerre commerciale contre le monde entier, contre non seulement la Chine, la Corée du Sud, le Japon, mais aussi l'Europe.
Alors, c'est parce que justement, eux, les G7, ont un problème très grave, non seulement de sécurité, et surtout économique. L'avenir, justement, est de l'autre côté, de notre côté. C'est-à-dire, nous avons un PIB, l'Organisation de coopération de Shanghai, un PIB seulement 20%, mais nous avons une population de 50%. Le marché est énorme. C'est vrai, le début de l'idée de cette organisation était le problème sécuritaire. Oui. Surtout, le problème au départ, c'est les problèmes frontaliers. Exactement. C'est après l'effondrement de l'Union soviétique, les républiques de l'Asie centrale sont nées et les frontières ne sont pas si claires. À l'époque, je me rappelle qu'en 1996, lorsque la première fois les 5 pays, la Russie, la Chine et 3 autres pays de l'Asie centrale, se sont réunis à Shanghai, c'est pour discuter comment définir les frontières, établir un bon voisinage, etc., etc. Et ça, pourquoi ça se développe si rapidement? Maintenant, ça devient une sorte de G8, une sorte de G8 plus, je crois, 5 membres observateurs. 4 membres observateurs. Et 6 partenaires de discussion. Et je pense que ça va continuer à s'élargir. Et d'ailleurs, les États-Unis et le Japon voulaient être membres d'observateurs refusés par l'OCS. C'est très clair, c'est que cette organisation a beaucoup d'avenir sur le problème sécuritaire, sur le problème aussi économique. Oui. Donc dans ce cas-là, puisque vous avez déjà mentionné l'évolution historique de l'OCS, alors nous savons que l'OCS a été fondé le 15 juin 2001. Alors pouvez-vous nous rappeler son évolution depuis sa création? Comment vous voulez? L'évolution, en fait, il y a 2 aspects. Oui. Voilà, je crois qu'on avait brièvement évoqué tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, premièrement, c'est l'aspect de l'agrandissement, l'élargissement. Oui. Au début, avant la création, il y avait 5 pays qui étaient concernés, comme M. Cheng avait mentionné. On les appelait Shanghai 5 ou les 5 de Shanghai. C'était simplement pour discuter des problèmes frontaliers. Mais au moment de la création de l'OCS, il y a déjà 6, c'est-à-dire un autre pays, en l'occurrence l'Ouzbékistan, a voulu rejoindre les 5. Donc, il y avait 6 pays fondateurs. Bon. Et puis, il y a d'autres pays qui souhaitent être pays observateurs. Je crois que la Mongolie était le premier pays observateur. Et très vite, il y avait aussi l'Inde, le Pakistan et l'Iran qui ont voulu être pays observateurs. Et ensuite, l'Inde et le Pakistan ont manifesté leur désir d'être carrément membres de l'organisation et leurs souhaits ont été accueillis très favorablement par les pays membres existants. Après les discussions et tout, l'année dernière, c'était la chose faite. L'Inde et le Pakistan ont rejoint la famille de 6. Aujourd'hui, c'est devenu une organisation à 8. Et c'est pour ça qu'on dit cette année, le premier sommet avec une famille agrandie, élargie. Et puis en même temps, comme on a dit tout à l'heure, il existe toujours 4 pays observateurs et puis 6 pays partenaires de discussion. Et comme M. Cheng pense, il y aura probablement d'autres pays qui souhaitent être soit pays observateurs, soit pays partenaires de discussion. Je pense que pour l'OCS, il y a toujours un esprit ouvert. C'est-à-dire, parce que la coopération, plus on est nombreux, mieux c'est. Il n'y a aucune raison de limiter soit le nombre, soit les initiatives des uns et des autres en faveur de la coopération. Ça, c'est déjà un aspect de l'évolution de cette organisation. Un autre aspect, c'est très important, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la variation des sujets de coopération, des domaines de coopération. Mais au début, c'était concentré sur l'aspect sécuritaire, mais très vite, 2 ans après,
c'est-à-dire 2 ans après la naissance, en 2003 déjà, les 6 ont adopté un programme de coopération très détaillé dans le domaine économique. Vous voyez, puisque animés par un esprit de coopération, les pays membres se disaient certainement, puisqu'on peut très bien coopérer dans le domaine sécuritaire, pourquoi ne pas étendre nos champs de coopération? Pourquoi on se limite? Et ben, du coup, vous voyez, après ce programme, ce vaste programme visant à mieux développer la coopération dans le domaine économique, il y a eu toute une série de documents pour concrétiser les actions à accomplir pour développer cette coopération économique et commerciale. Donc, une suite de documents, voilà, précisant les projets à réaliser, voilà, et l'objectif à atteindre. Et tous ces documents ont été appliqués, voilà, et ont été traduits dans les faits, avec la réalisation, voilà, au fil des années, de beaucoup de projets. Bon, je peux très bien citer des exemples si on aura le temps de revenir, voilà, sur cette histoire de coopération économique et commerciale. Et en même temps, bien sûr, comme on a vu dans le reportage, les gens ont pris la conscience que pour mieux, voilà, faire avancer la coopération, il est important aussi de renforcer les échanges culturels ou les échanges entre les peuples. Ça, c'est important parce que c'est là, c'est par voilà, les échanges entre les gens qu'on peut mieux établir la confiance. D'abord, la compréhension, voilà, la connaissance, la compréhension, et puis la confiance qui est la base de toute coopération. Quand on arrive à établir une bonne confiance réciproque entre les uns et les autres, surtout entre les peuples, parce que s'il n'y a pas l'appui, s'il n'y a pas l'approbation de la population de chaque pays membre, ben, ça ne peut pas aller loin. Alors, là, grâce à toutes ces actions dans le domaine des échanges culturels, on arrive à établir justement cette amitié, cette confiance qui explique aussi le succès de coopération de l'OCS. Vous voyez, c'est aussi une évolution, voilà, rapide, efficace et très positive, bien sûr. Voilà. Voilà, donc il y a 2 évolutions qui méritent d'être soulignées. Dans ce cas-là, tout d'un coup, oui, monsieur Chen. Peut-être il y a le 3e. Exactement. C'est que l'influence de l'organisation de Shanghai est en train de s'agrandir, comme M. Vo a dit, et surtout sur des questions importantes internationales. Il y a un homme, un président qui a attiré beaucoup d'attention à ce sommet, c'est le président iranien Hassan Rouhani. Pourquoi? C'est parce que l'Iran maintenant est au centre de la scène internationale. Parce que Donald Trump a nié à se retirer l'accord de l'Iran, tandis que la Chine et la Russie, 2 pays signataires de cet accord. Alors, l'attitude de la Chine et la Russie et l'organisation de coopération de Shanghai envers cet accord devient très important. C'est à cause de ça que beaucoup de gens regardent, beaucoup d'observateurs occidentaux regardent Hassan Rouhani pour voir ses entretiens avec les chefs d'État chinois et russes, pour voir quels seront les résultats. Je pense que la Chine et la Russie soutiennent jusqu'à maintenant cet accord. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va faire changer l'idée de Donald Trump? Je n'ai aucune idée, mais l'attitude de l'organisation de coopération de Shanghai devient très importante. Ça, c'est aussi une des preuves. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Je crois que la présence du président iranien est certainement quelque chose qui attire l'attention du monde entier. C'est vraiment au centre d'un polémique qui est aujourd'hui l'un des soucis, je crois, pour beaucoup de pays. Voilà. Parce que les États-Unis
constitue un facteur stabilisant ou déstabilisant pour cette région qui est concernée par l'accord de dossier nucléaire iranien. Donc l'attitude certainement de la Russie, de la Chine et de l'ensemble des pays de l'OCS est déterminante. Je pense que le message de la Chine a été clair depuis le début de ce problème. Voilà. Nous défendons toujours les acquis qui ont été obtenus avec beaucoup d'efforts pour parvenir à cet accord. Il ne faut pas changer comme ça. On peut toujours améliorer. On ne peut pas casser un accord qui a été conclu. Donc nous venons de mentionner les grands acquis de l'évolution historique de l'OCS et pour ou parmi tous les acquis au cours de cette évolution, vous venez d'évoquer également en 2017, l'OCS a décidé d'admettre l'Inde et le Pakistan comme membres à part entière. Alors selon vous, de quelle manière cette adhésion peut apporter des bénéfices aux deux parties, c'est-à-dire à l'OCS et à ces deux pays? Monsieur Chen. Déjà, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Oui. Alors, tout à l'heure, si on dit l'importance de cette organisation de coopération de Shanghai, c'est son démographie. Alors, l'Inde contribue déjà beaucoup. Et puis, je crois aussi, c'est que, vous savez, il y a un historien et un politique. L'historien a dit, et répété par Lénine, il a dit qu'il y a trois pays, s'ils se réunissent, le monde sera changé. C'est l'Union soviétique à l'époque, la Chine et l'Inde. Alors aujourd'hui, c'est la Russie, la Chine et l'Inde. Je réfléchis toujours pourquoi cet historien, je ne m'en souviens plus son nom, a dit ceci. En fait, il a raison. C'est que cette partie représente peut-être l'avenir de l'humanité. Je ne dis pas que l'Europe ou les États-Unis ne sont pas importants, ils sont très importants. Mais l'Inde, par exemple, l'Inde actuellement c'est le pays le plus jeune du monde. Oui. La jeunesse en indien, quand la Chine est vieillissant, l'Inde reste toujours très jeune. Oui. Et surtout, c'est que l'Inde et la Chine, l'Inde maintenant c'est le 7e, je crois, puissance économique du monde. Et selon les statistiques, tous les pronostics, à la fin peut-être de décennies à venir, l'Inde deviendra 4e ou 5e puissance économique du monde. Avec presque 1 milliard aussi d'habitants. C'est un marché énorme. L'Inde participe, et puis Pakistan aussi, c'est aussi... Nous revenons sur ce sujet, puisque maintenant les chefs des États membres sont arrivés pour la prise de photos de famille. On y assiste. Voilà, Monsieur le Président Xi Jinping, on reçoit le Premier ministre Modi de l'Inde. Le président pakistanais, son nom c'est Hossein. Le président Djertis, monsieur sur l'Européen, donc Djibekov, président de Kirghiz. Le président ouzbek, Mirziyoyev.
Salut, bonjour. Soyez les bienvenus. Le président du Kyrgyzstan, Takis, M. Rahmon, le président Tatkik. Monsieur le président kazakh, Nazarbayev. Bonjour. Bonjour. Merci. Monsieur le président, Poutine de la Russie. Bonjour. Bonjour. Tout à fait, nous avons vu l'accueil fait par le président chinois Xi Jinping, des dirigeants, participants au 18e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Maintenant, ils sont en train de se rendre, de se déplacer dans la salle du fleuve jaune, de ce centre de la voie. Les chefs d'État se dirigent vers la salle de conférence et pour profiter de cet intervalle, reprenons le sujet dont nous parlions tout à l'heure. Alors, M. Zhang Ruolin, nous venons de mentionner les relations ou bien l'adhésion de l'Inde et du Pakistan à l'OCS. Vous savez, l'un des objectifs de cette organisation, c'est coopérer entre les pays voisins, faire un bon voisinage entre les pays membres. Alors, vous savez, l'Inde et la Chine et le Pakistan, les trois pays ont des problèmes frontaliers. Alors, je crois que l'adhésion de l'Inde et du Pakistan dans cette organisation peut aider très bien de trouver une solution. C'est un problème bilatéral, c'est vrai, mais l'esprit de Shanghai, c'est la paix, la coopération, l'intérêt mutuel et surtout la négociation. Et je pense que c'est une très bonne chose. Quand on est dans la même organisation, petit à petit, l'esprit de coopération l'emporte. C'est toujours la même chose. Il faut savoir que... Nous revenons plus tard à ce sujet, puisque maintenant la réunion à 8 membres est sur le point de débuter à l'heure des images sur place. On peut dire que l'OCS est la plus grande institution régionale et avec une très forte influence qui attire notre attention. Bien respecté, chers collègues, je suis bien content de nous réunir à Qingdao, une ville très belle, au nom du gouvernement et du peuple chinois. Et en mon nom personnel, je tiens à vous adresser une chaleureuse bienvenue à ce 19e Conseil des chefs des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai.
Et je voudrais exprimer dans sa chaleureuse bienvenue au Premier ministre indien, Modi, au président Hussein du Pakistan particulièrement, et il participe dans cette réunion à titre de chef d'État et de gouvernement des États. Je tiens aussi à exprimer dans ce président dans cette Kirghiz, Jean Bekov, pour participer dans ce conseil des chefs des États membres de l'OCS. La présente réunion est devenue, pour la première fois après l'élargissement de l'OCS, donc on a réuni pour la première fois 8 chefs, 8 dirigeants, donc cela aurait une grande importance historique. Avec l'augmentation des membres, nous avons une force qui ne cesse de grandir. Et les différents pays et la communauté internationale s'attendent de notre part. Une aspiration de plus en plus forte pour maintenir la paix et la sécurité régionale et promouvoir le développement et la prospérité. Nous assumons une grande responsabilité, de plus en plus grande. La partie chinoise se veut coopérer avec les autres pays, tout en profitant de ce sommet pour faire le bilan des expériences, analyser la situation internationale et programmer dans sa l'avenir pour pousser l'OCS à aller d'une manière plus ferme et aller plus loin. Et nous commençons maintenant notre réunion d'aujourd'hui. Comme ce que nous avons. C'était le discours d'accueil prononcé par le président chinois Xi Jinping à l'occasion de la réunion réservée aux chefs d'État membres du sommet 2018 de l'OCS. Il s'agit de la première conversation en groupe après l'adhésion de l'Inde et du Pakistan, donc les résultats sont très attendus. Et suite à cette entrevue, nous accueillerons la réunion élargie qui sera ouverte aux chefs d'État observateurs et aux responsables des organisations régionales et internationales. Donc en attendant le deuxième tour de discussion, nous continuons la discussion avec nos invités. Alors Monsieur Zheng, nous venons d'évoquer les bénéfices de l'adhésion de l'Inde et du Pakistan. Ce qui est intéressant lorsque j'écoute le président chinois Xi Jinping disant que c'est la première fois que les 8 membres de pays de l'Organisation de coopération de Shanghai se réunissent. C'est le premier sommet de 8 pays. Et j'ai pensé à l'autre G8 de Canada, ça devient G7. La Russie était exclue. Et surtout, cette fois-ci au Canada, les Américains, Donald Trump, voulaient que la Russie revienne, mais refusée par l'Union européenne. Et on dit même que maintenant, cette G7 au Canada, il y a juste 2 jours, ça devient une sorte de 6+1, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur. Pourquoi? Parce que la division sur la politique économique est trop évidente. Une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne est en train d'éclater. Et surtout, je me suis dit que America First des États-Unis, c'est vraiment, ça montre vraiment que la première puissance du monde est en train de faire, comment dirais-je, une politique de ultranationaliste. Je me pose la question, est-ce que G7, les pays les plus riches du monde, peuvent encore continuer? Et surtout, c'est que ce n'est plus du tout, comment dirais-je, une raison d'être.
les pays les plus riches du monde, la deuxième puissance économique du monde, la Chine, ne l'est pas. Le sixième, je crois, l'Inde, ne l'est pas non plus. Et comment peut-on encore dire que c'est une organisation des pays les plus riches du monde? Et surtout, en comparaison avec l'organisation de Shanghai, qui est jeune, qui est le plus, je crois que le plus jeune organisation internationale, je crois, actuellement, qui a réuni tant de pays, et en comparaison avec le G8 de Canada et G7 de Canada et G8 de Qingdao, je crois c'est très clair que l'avenir est ici, n'est pas là-bas. Donc selon vous, cela signifie une dérive des forces internationales qui se dirigent vers l'Orient? Absolument. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit, un historien, je ne m'en souviens plus son nom, a dit le groupe Russie, Chine, Inde peut représenter l'avenir de l'humanité. Je pense que l'organisation de Shanghai est en train de prouver ce processus historique. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats de son développement. Ça, il faut attendre encore long. Hein. Il ne faut pas croire que l'histoire évolue trop rapide, malgré que le progrès de la Chine est rapide. Mais tout à l'heure, on a parlé de 60% de territoire, 50% de l'humanité. Il y a encore d'autres chiffres qui sont très intéressants. Je crois que c'est 20% de réserves de pétrole, 38% de gaz naturel, 40% de charbon et 50% de l'uranium. Oui, les matières premières. Oui, je crois que personne ne peut négliger cette organisation de coopération de Shanghai. Mais pour le moment, le monde apparemment, à part nous-mêmes, les médias occidentaux, par exemple en Europe, j'ai remarqué qu'on commence à parler, mais relativement peu, en comparaison avec G7 de Canada. Pourquoi? C'est parce que dans les pays occidentaux, on a encore une impression que le monde, c'est eux. Le monde, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, et je pense qu'eux, ils devaient commencer à se rendre compte que le monde est en train d'évoluer. Voilà. D'accord. Donc sur les deux sujets, le premier sujet est bien le bénéfice de l'adhésion de l'Inde et du Pakistan, et le deuxième sujet est bien l'évolution peut-être des forces ou la tendance de l'évolution des forces internationales. Alors pour les deux sujets, comment vous en pensez, M. Ouzessian? Bon, pour le premier sujet, comme M. Chen avait évoqué, c'est toujours intéressant, c'est très significatif de voir deux pays qui ont des problèmes, qui ont des litiges parfois assez graves en ce qui concerne leurs frontières, arrivent à entrer en même temps dans une organisation régionale qui traiterait justement des problèmes de sécurité, parce que voilà, le problème frontalier constitue un facteur de l'insécurité. Voilà, il y a eu des incidents. Cela prouve deux choses. Premièrement, les deux nouveaux pays membres, eux-mêmes, ils ont une volonté commune de régler ce problème. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Je crois que récemment, il y a des signes encourageants. À cet égard, c'est toujours formidable de voir les pays qui veulent régler les problèmes par voie de discussion. Un autre aspect, c'est que l'organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire les 6 membres initiaux, veulent justement, en faisant entrer, en accueillant de nouveaux membres qui ont des problèmes entre eux, eh bien, cela veut dire que les 6 pays initiaux ont voulu aider les nouveaux membres, dans le cadre de cette coopération, à régler leurs problèmes. Voilà, je crois que c'est très important.
il peut toujours y avoir des problèmes entre les pays voisins. La Chine a eu des problèmes justement avec les nouvelles républiques qui sont nées à la suite de l'éclatement de l'Union soviétique. Mais justement, avec un esprit de confiance, de discussion sur le pied d'égalité, on est arrivé à régler tous ces problèmes. Et c'est d'ailleurs cet esprit de confiance et de coopération qui a fait naître, comme on a dit tout à l'heure, l'Organisation de coopération de Shanghai. Bon, on va continuer avec cette expérience pour essayer de favoriser le règlement des problèmes entre l'Inde et le Pakistan. Donc je pense que non seulement sur le plan de l'importance économique, géopolitique, voilà, tout ça c'est important en faisant entrer 2 nouveaux membres pour l'organisation elle-même. Mais il est, à mon avis, important de voir, ce sera encore un exemple significatif, de voir comment on peut régler des vieux litiges, des conflits qui datent de très très longtemps, peuvent se régler avec un esprit de confiance. Allez. Date de très longtemps, en fait, c'est laissé par la colonisation occidentale, il ne faut pas oublier. Les Anglais. C'est que les Anglais, ils ont divisé le continent indien en plusieurs pays, en 3 pays en fait, à l'époque, 3 parties en fait. Et le Pakistan était même 2 parties séparées. Bangladesh. Bangladesh maintenant, il est devenu, après une guerre aussi. C'est douloureux. Douloureux guerre. Vous voyez, le passé nous a causé beaucoup de problèmes. Les questions aujourd'hui qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions, ce sont des questions, des problèmes laissés par la colonisation du 19e siècle. C'est que ça que tout à l'heure je dis, l'organisation de coopération de Shanghai représente l'avenir. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit de coopération, ce n'est pas un esprit de conquérant. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de l'organisation de l'OTAN, par exemple. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est une alliance militaire. Le but, c'est conquérir. L'OTAN avait fait une guerre à Yougoslavie, en l'ancienne Yougoslavie, il ne faut pas oublier. Ils ont bombardé l'ambassade de Chine à l'époque. Ils ont tué 3 de nos confrères. Vous voyez, l'organisation de Shanghai n'a pas du tout aucun esprit de conquérant. C'est la coopération, c'est l'intérêt mutuel, c'est par la négociation, c'est le bon voisinage. C'est que ça que je crois que l'avenir dans notre ère des armes nucléaires, si il y avait une guerre entre les grandes puissances, ce sera la fin de l'humanité. Donc je crois que l'importance de l'organisation de coopération de Shanghai, c'est que l'esprit de Shanghai représente le futur, l'avenir de notre humanité. Exactement. Je reprends, donc je continue. Je suis tout à fait d'accord avec les remarques que M. Chen venait de faire. Bon. Moi aussi, je pense que l'importance de l'organisation de coopération de Shanghai et le rôle qu'elle continuera à jouer, correspond au principe de la diplomatie chinoise depuis la fondation de la Chine nouvelle. C'est-à-dire favoriser la coopération, régler les problèmes existants entre les pays par voie pacifique et ne jamais prétendre à l'hégémonie. Bon, la Chine joue un rôle actif au sein de cette organisation, mais la Chine n'a jamais l'intention, soit par elle-même, soit à travers une telle structure régionale, d'imposer une sorte d'hégémonie, soit régionale, soit mondiale. Au contraire, nous disons toujours clairement que la Chine ne prétendra jamais à l'hégémonisme. Donc l'organisation de Shanghai sera toujours une structure de coopération qui est non seulement une structure
permettant aux pays membres de mieux coopérer, mais qui est aussi une organisation régionale qui pourrait très bien coopérer avec les autres pays partenaires et les autres organisations régionales et internationales. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. C'est ce qu'elle fait. Bon. Donc là-dessus, il faut que ce soit très clair. L'OCS ne menacera jamais personne. Ce ne sera pas une organisation qui se développe aux dépens des autres. C'est toujours notre mentalité des Chinois. Je crois que c'est aussi l'esprit de Shanghai qui anime cette organisation régionale. Je crois que c'est un aspect à signaler. Voilà. Oui. Et tout en parlant de l'OCS, il y a une expression que vous avez déjà reprise plusieurs fois, c'est bien l'esprit de Shanghai. En effet, il s'agit du critère fondamental de conduite des États membres de l'organisation. Alors, selon vous, quelle est l'essence de cet esprit et est-ce qu'il existe un lien entre l'esprit de Shanghai et celui de l'initiative Ceinture et Route, et voire entre l'esprit de Shanghai et les principes fondamentaux de la diplomatie chinoise? Évidemment, évidemment. De toute façon, les principes qui guident la diplomatie chinoise sont constants depuis la naissance de la Chine nouvelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut vous rappeler que dès le début des années 50, la Chine a avancé les 5 principes de coexistence pacifique pour régir les relations internationales. J'aimerais bien répéter, les 5 principes sont très importants. Non-agression mutuelle. Voilà. Non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des autres. Égalité et avantages réciproques. Et finalement, coexistence pacifique. Oui. Ce sont les principes qui ont toujours guidé la diplomatie chinoise. Et on retrouve justement tous ces principes dans l'esprit de Shanghai, qui est exprimé de cette façon-là. C'est-à-dire, les mots-clés de l'esprit de Shanghai, c'est quoi? Confiance réciproque, avantage réciproque, égalité, concertation pour régler des problèmes, respect de la diversité de la culture et de la civilisation, puisque les pays membres, vous savez, voilà, ont des histoires et des civilisations différentes, et puis le développement partagé. Vous voyez, ça c'est l'esprit Shanghai, mais qui correspond, voilà, absolument à l'esprit qui anime la diplomatie chinoise, à savoir les 5 principes de coexistence pacifique. D'accord. Maintenant, il a un nouveau nom. C'est le destin commun de l'humanité. Oui, et c'est exactement la nouveauté que l'esprit de Shanghai peut-être peut aborder à la relation internationale, et avec cette explication de cette expression l'esprit de Shanghai, tout en attendant que la réunion est en cours. Alors je vous propose de nous retrouver après un épisode de l'émission Rencontre.